Quand on pense aux familles royales, on imagine tout de suite les couronnes, les châteaux, les trésors, un luxe presque irréel. Mais derrière cette image, cette façade dorée, on peut se demander comment est-ce que ces fortunes absolument colossales se sont construites et surtout, comment est-ce qu'elles arrivent à perdurer aujourd'hui? C'est justement ce qu'on va explorer. Alors d'où vient tout cet argent? Eh bien la réponse, elle est loin d'être simple. Ce n'est pas juste une histoire de coffre-fort rempli d'or. Non, c'est bien plus complexe. Ça s'étend sur des siècles et des siècles d'histoire, de stratégies, d'adaptation. Pour vraiment comprendre, il faut qu'on remonte loin en arrière, aux origines. Et tout commence avec les bases, la terre, et les liens du sang. Pour piger la richesse d'aujourd'hui, il faut vraiment s'imaginer une époque où le pouvoir, la vraie puissance, ça se mesurait en hectares, en territoire conquis. Et bien sûr, en couronne qui se transmettait de père en fils, de génération en génération. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point la nature de cette richesse a changé. C'est une transformation spectaculaire. Au début, à l'époque féodale, tout reposait sur la terre et les conquêtes. Simple. Ensuite, avec l'âge des découvertes, on ajoute les trésors exotiques, le commerce, la richesse change de visage. Puis, boum, la révolution industrielle. Là, c'est le charbon, l'acier, les nouvelles industries qui viennent remplir les caisses. Et aujourd'hui? Eh bien, on est dans l'ère de la finance mondiale. Les vieilles couronnes sont devenues de véritables empires d'investissement. Mais attention, une grosse partie de cette fortune, ce n'est pas de l'argent sur un compte en banque. Non, c'est du concret, du physique, des choses qu'on peut toucher. On parle de quoi exactement? Eh bien, des joyaux de la couronne, bien sûr, qui brillent de mille feux, des collections d'art à faire pâlir n'importe quel grand musée, des palais et des châteaux qui sont de vraies petites villes, et puis des domaines agricoles immenses à perte de vue. C'est un héritage, oui, mais c'est aussi un capital bien réel. Et c'est là que ça devient intéressant. La valeur de ces objets, elle explose littéralement. Parce que leur importance, elle va bien au-delà de leur prix en euros. C'est parfaitement résumé par cette phrase « Chaque pierre raconte une histoire, chaque diadème incarne une tradition ». En fait, ce sont des symboles de pouvoir, de continuité, d'identité nationale. Tout ça, c'est tissé dans l'histoire même du pays. Ok, mais alors comment est-ce que cet héritage du passé survit au XXIe siècle? La clé, c'est qu'il n'est pas juste conservé dans du formol. Pas du tout. Il est développé activement. Aujourd'hui, les monarchies, ce sont de vraies machines financières. Des machines aussi modernes que leurs traditions sont anciennes. En gros, cette machine financière, elle a deux moteurs. D'un côté, il y a le moteur public. Ça, c'est l'argent qui vient des impôts, des budgets de l'État, pour entretenir les palais, financer les cérémonies officielles. Et de l'autre côté, il y a un moteur privé. Beaucoup plus discret, mais tout aussi, voire plus puissant. Là, on parle de portefeuilles d'actions, d'empires immobiliers, de fonds d'investissement géants. C'est un équilibre assez délicat, en fait, entre ce qui est public et ce qui est privé. Et ce qui peut surprendre, c'est que leurs investissements sont tout sauf vieillots. Leurs portefeuilles sont carrément tournés vers l'avenir. On y trouve de la tech, de l'innovation, des énergies renouvelables, de la santé, de la biotech. Ces choix, ça montre bien qu'il ne s'agit pas seulement de préserver la fortune, mais de la faire grandir, de l'adapter à l'économie de demain. Tout ça en gardant des valeurs sûres, comme l'immobilier ou le luxe. C'est une stratégie de diversification pensée pour durer très très longtemps. Mais bon, la vraie puissance de cette richesse, au fond, elle n'est pas que financière. C'est aussi une monnaie d'échange, une monnaie d'influence. C'est fascinant de voir comment tous ces milliards se transforment en pouvoir diplomatique, en alliances stratégiques sur la grande scène mondiale. C'est ce qu'on appelle le fameux soft power, la diplomatie par la culture et le symbole. Et c'est redoutablement efficace. Parfois, une simple visite d'État d'un monarque peut débloquer un accord commercial qui traînait depuis des mois. Leur présence, juste par son poids symbolique, ça renforce des liens, ça ouvre des portes, ça défend les intérêts du pays. La monarchie devient en fait un outil diplomatique de premier plan. Et si on regarde l'histoire, l'outil ultime de cette stratégie, c'était quoi? Le mariage royal, bien sûr. C'était bien plus qu'une histoire d'amour. Un mariage à l'époque, c'était une manœuvre de génie. Étape 1, on crée une alliance politique, on s'assure la paix. Étape 2, on consolide les finances en fusionnant deux fortunes. Et étape 3, on en profite pour ouvrir de nouvelles routes commerciales. C'était une vraie fusion-acquisition, mais entre royaumes. Bon, tout ça a l'air bien solide, mais est-ce que cet héritage doré, cette influence mondiale, est-ce que c'est vraiment éternel? Rien n'est moins sûr. Parce qu'aujourd'hui, les monarchies, elles font face à d'énormes défis, des controverses qui remettent en question leur place même dans le monde moderne. C'est un véritable exercice d'équilibriste. D'un côté, il y a les arguments pour leur maintien. Elles préservent un patrimoine culturel immense, elles ont ce rôle diplomatique dont on a parlé, et elles sont un moteur économique, ne serait-ce que pour le tourisme. Mais de l'autre côté, la pression monte. Les gens se posent des questions sur le financement public, ils demandent plus de transparence, et surtout, ils posent la question qui fâche, est-ce que tout ça est encore pertinent à notre époque ? Du coup, pour survivre, ces institutions multicentenaires, elles doivent naviguer en eau trouble.
Elles sont obligées de s'adapter. S'adapter aux attentes de la société qui change, à cette demande de plus de responsabilités, et puis à la surveillance de tous les instants, avec le monde du numérique, les réseaux sociaux. Pour elles, l'immobilisme, c'est la fin. La seule option, c'est l'adaptation. Au final, la question reste ouverte, et elle se pose à toute la société. Est-ce que cet héritage doré doit être vu comme un patrimoine culturel, un atout diplomatique qu'il faut absolument préserver, ou est-ce que ce sont juste les reliques d'un monde qui n'existe plus ? Le débat, lui, est loin d'être terminé.